Notre histoire commence en France alors que j'étais tout jeune étudiant en médecine. Je sortais d'une journée de stage dans un service de cardiologie où j'étais épuisé d'avoir passé toute la journée à sauver des vies. Bon, ok, où j'ai fait plein d'électrocardiogrammes et de secrétariat. Mais pour un incroyable salaire à l'époque de 52 € par mois après 4 ans de médecine, donc ça va. Et ce soir-là, en sortant de stage, j'ai eu la chance de rencontrer Irène Frachon. Pour ceux qui la connaissent pas, Irène Frachon, c'est une pneumologue du CHU de Brest qui vivait sa vie de pneumologue à prescrire des bronchodilatateurs, j'imagine. Et un jour, elle se demande pourquoi plein de ses patientes ont des anomalies graves au niveau des valves cardiaques. Puis elle se rend compte qu'elles ont toutes un point en commun. Elles prennent un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché comme antidiabétique, mais qui en fait est prescrit comme un coupe-faim. Elle, comme une médecin qui croit en la science et aux institutions, elle se dit que c'est dommage que des gens meurent en prenant un médicament pour perdre du poids, que sûrement personne n'est au courant, alors elle s'empresse de prévenir les autorités compétentes. Et là, l'agence publique du médicament, l'AFSAPS pour les intimes, déclenche une enquête qui met rapidement à jour plein d'études qui montrent la dangerosité de ce médicament, et décide de retirer le médicament du marché. Et le laboratoire pharmaceutique en question, très gêné et se confondant en excuses, indemnise rapidement toutes les victimes. Bon, ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça. En fait, à partir du moment où notre chère Irène va lancer la sonnette d'alarme en pensant être une simple médecin consciencieuse qui fait sa job, elle va se retrouver embarquée dans une aventure complètement folle, digne d'un film hollywoodien. Bah d'ailleurs, ils en ont fait un film, La fille de Brest, qui raconte son histoire, que je ne peux que vous recommander, en particulier si vous êtes étudiant en médecine, que vous travaillez dans le domaine de la santé, ou si vous avez déjà pris un médicament dans votre vie. Bon, pour ceux qui le sentaient venir, le médicament dont on parle, c'est le Mediator. Et Irène Frachon, c'est la médecin un peu héroïne qui a mis au jour ce qui s'est révélé être un des plus grands scandales sanitaires en France ces dernières années. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? Mais revenons donc à cette fin de journée de stage. Je rentrais à vélo sous une pluie battante, caractéristique des mois de novembre où la joie estivale n'est plus qu'un lointain souvenir. Non, en vrai, j'ai aucune idée du moment d'année où ça s'est passé. Et donc je me suis rendu à la projection du film La fille de Brest, et Irène Frachon était là. À cette époque, elle s'était tellement investie dans ce qui est devenu le combat de sa vie pour rétablir la justice, la science et défendre ses patientes, que ça lui tenait à cœur de faire le tour des facultés de médecine pour sensibiliser les étudiants aux conflits d'intérêts. On parle souvent de l'importance d'avoir des rôles modèles, et moi, cette rencontre, je l'oublierai jamais. Le Mediator, c'est des milliers de morts, des dizaines de milliers de valvulopathies, d'hypertension artérielle pulmonaire, de troubles neuropsychiatriques, des millions de gens qui en ont pris pendant presque 40 ans. Et elle, là, s'est retrouvée toute seule face à un labo pharmaceutique qui pèse des milliards et qui utilise sa toute puissance pour faire taire une affaire qui l'arrange mais vraiment pas du tout. Après plus de 10 ans de combat en justice, des livres, des films, des enquêtes, les laboratoires Servier ont été condamnés en appel en décembre 2023 pour tromperie aggravée, escroquerie et homicide et blessure involontaire. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir vendu en connaissance de cause un médicament dont le rapport bénéfice-risque est défavorable, d'avoir dissimulé des études et menti aux médecins et autorités sanitaires en les manipulant / en les corrompant. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que ça a même entraîné la dissolution de l'agence du médicament en France de l'époque, l'AFSAPS donc, tellement on s'est rendu compte d'irrégularités et de conflits d'intérêts, des gens même qui faisaient partie des instances censées assurer la sécurité du public. Et c'est pour ça que l'agence du médicament en France s'appelle aujourd'hui l'ANSM. Merci Irène pour ça, ça fait moins de lettres à prononcer. ANSM qui a aussi été finalement condamné par la justice pour homicide involontaire. Donc à l'époque, nous bébés médecins, face à Irène Frachon qui nous explique que les conflits d'intérêts c'est mal, on écoutait très attentivement. Son discours était assez simple. Refusez toujours de vous faire payer quoi que ce soit par l'industrie pharmaceutique, même un croissant, même un café. Le seul lien d'intérêt qu'on veut avoir, c'est celui qui est dans l'intérêt de nos patients. Et notre indépendance n'a pas de prix. Et ça, c'est une position qui n'est pas toujours très populaire dans le milieu médical, en France comme au Québec d'ailleurs.
J'ai déjà pu entendre un chef une fois dire qu'un médecin sans conflit d'intérêt est un médecin sans intérêt. Et je vois d'où ça vient. Les visiteurs médicaux ciblent en priorité les médecins qui ont de l'influence. Donc les professeurs qui écrivent les recommandations et donnent des cours, les patrons en médecine qui sont des leaders d'opinion, les chercheurs qui font des congrès, etc. Et c'est sûr que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais on est encore loin du compte, ne serait-ce que parce que le concept de visiteur médical existe encore. Et que la plupart du temps qu'un médecin donne un cours, intervient auprès du public, à la télé ou juste voit ses patients, ces conflits d'intérêts ne sont pas divulgués. Que ce soit clair, la grande majorité des médecins ne sont ni malhonnêtes ni cupides. Et j'ai une pensée particulière pour les internes et les médecins qui portent les hôpitaux à bout de bras, dans des conditions de travail et de salaire que les gens qui ne sont pas du milieu auraient du mal à se représenter. Et merci infiniment pour ça. Où que vous soyez dans le monde, et tous soignants confondus d'ailleurs. Mais pour une partie des médecins, ce sujet-là des conflits d'intérêts, c'est juste pas trop un problème à leurs yeux. Bon, si tu te fais inviter un peu par tous les labos, bah ça équilibre au final. Ça permet aussi de se tenir à jour des nouvelles molécules et des nouvelles études, de leur parler. En plus, tout le monde le fait. Puis moi je me fais pas influencer. Moi, j'arrive à rester indépendant. Sauf que la réalité, c'est que non. C'est comme la publicité. On pense qu'on n'est pas influencé, mais les labos, comme les marques, n'investiraient pas les sommes astronomiques en pub et marketing si ça marchait pas. Personne n'est plus intelligent que ses biais cognitifs. Par exemple ici, le biais d'invulnérabilité ou de conformité sociale. Parce qu'on se fait influencer quel que soit notre niveau d'intelligence, notre niveau d'études, la quantité de connaissances qu'on a, ou même notre niveau d'intégrité. Dans cette étude publiée en 2006, Comment l'argent trouble notre objectivité, on voit que la plupart des chercheurs ne pensent pas être influencés par leurs conflits d'intérêts. Et dans ce rapport de 2002, la plupart pensent que les autres le sont, mais pas eux. Dans ce papier de 92, on voit même que plus les médecins reçoivent des cadeaux de l'industrie, moins ils pensent que cela influencerait leur prescription. Or, plusieurs papiers montrent au contraire que plus le contact avec les délégués médicaux est important, plus les médecins prescrivent le médicament du labo. Et ils sont aussi moins compétents à identifier les allégations fausses concernant le médicament. On peut voir sur ce graphique l'évolution du nombre de prescriptions chez un groupe de médecins avant et après la promotion du labo. Ces mêmes médecins qui sont convaincus de ne pas être influencés. Dans cette étude de 2016, faite sur plus de 40 000 médecins généralistes français, on voit que les médecins qui ne reçoivent pas de cadeaux de l'industrie prescrivent mieux et moins cher que leurs confrères qui en reçoivent. D'ailleurs, j'adore le titre de cette étude qui dit justement « Ça n'existe pas des repas gratuits ». Et oui, on paie ces cadeaux d'une manière ou d'une autre. Et pour le labo, c'est juste un investissement très rentable. Et ça vient pas juste altérer la qualité des prescriptions, ça a un impact même sur les résultats des études. Dans cette revue de la littérature de 2003, on voit que les études financées par les labos ont 4 fois plus de chances de montrer un résultat positif pour le médicament testé que celles financées par des structures indépendantes ou publiques. Le problème, c'est donc qu'on prescrit en plus grande quantité plus mal que ce qu'on aurait fait si on était uniquement influencé par des arguments strictement scientifiques. Et ça fait des conflits d'intérêts un véritable problème de santé publique dont on paie tous collectivement le prix. Et ce surcoût économique pour la société et la morbimortalité qui en découle, c'est-à-dire les maladies et les décès causés par ces prescriptions mal influencées, non, il faut le rappeler, pour unique but que d'enrichir des industries déjà largement lucratives. Et même en sachant tout ça, vous serez quand même pas moins perméable aux stratégies des labos. Ça peut par contre vous aider à choisir de vous exposer ou non à cette influence. Je peux vous dire que les cases A et B ont la même couleur, ça rendra pas vos yeux moins soumis à cette illusion d'optique. C'est frustrant, c'est vrai, mais notre cerveau est influençable. Et c'est ça qui est si pernicieux avec les conflits d'intérêts. C'est qu'on s'en rend pas compte. Et c'est aussi ça d'ailleurs qui les distingue de la corruption. C'est que la manipulation est inconsciente. On ment pas aux autres, on se ment à soi-même en pensant rester indépendant. C'est déjà tellement dur de se faire un avis juste, en s'appuyant sur des faits qui, certes, eux, sont objectifs, et merci à la méthodologie scientifique de nous donner ce socle-là. Mais notre interprétation des faits, elle, par définition, est subjective. Toutes les données qu'on agrège, on les met en perspective avec notre expérience, notre compréhension de la réalité, notre rapport à la connaissance, à nos croyances, notre éthique personnelle, la préférence des gens qu'on veut aider. Et c'est déjà assez dur de naviguer dans tout ça pour se faire une opinion, qu'on n'a pas besoin de se rajouter en plus des biais susceptibles de nous induire en erreur. Parce que des biais cognitifs, on en a tous, partout, tout le temps. Avoir des conflits d'intérêts, c'est juste accepter de se biaiser un peu plus dans une direction possiblement opposée de l'intérêt de nos patients. Et c'est sûr, on peut pas demander aux médecins d'être parfaits, de n'avoir aucun biais. Mais on peut leur demander de faire en sorte que leurs décisions, qui ont des conséquences directes sur la vie des gens, soient aussi peu que possible influencés par des intérêts qui entreraient possiblement en conflit avec l'intérêt des gens qui sont censés soigner. Et j'ai une pensée particulière pour les experts qui ont une responsabilité supplémentaire. On n'a pas le temps de lire toutes les études,
sur toutes les maladies, sur tous les sujets du monde. Donc, il faut bien qu'on délègue notre confiance à des gens parfois. Sauf que dans ce papier, publié en 2021, qui analyse les recommandations en médecine cardiovasculaire en Europe, on voit que 80% des rédacteurs de ces recommandations avaient des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, mais ça veut dire que leur avis est aussi biaisé que s'ils avaient oublié de lire une partie des études scientifiques avant de donner leur opinion. Et le médecin généraliste dans son cabinet, l'étudiant en médecine, ou moi qui ne suis pas cardiologue, on se base sur quoi si c'est pas sur les recommandations des experts pour savoir ce qui est mieux pour les patients? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, je pense qu'il est peut-être temps de donner quelques définitions. Déjà, il ne faut pas confondre un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt. Un lien d'intérêt, c'est une relation de proximité qu'on a. Ça peut être des relations humaines, des relations économiques, et si ça rentre pas en conflit avec les gens qu'on est censé aider, c'est pas nécessairement problématique. Ça devient un conflit d'intérêt au moment où on a un intérêt personnel qui rentre directement en compétition avec l'intérêt général, et que ce lien-là risque d'affecter clairement notre objectivité. Avoir un conflit d'intérêt, c'est pas nécessairement illégal. Ce qu'il est par contre parfois, c'est de le dissimuler quand on fait un travail où on a des comptes à rendre à un public. Le niveau au-dessus, c'est la corruption. C'est défendre l'intérêt personnel contre l'intérêt général de manière consciente et volontaire. C'est recevoir un billet en échange d'un service que notre statut nous offre. Et ça, c'est illégal. Et dans la famille des trucs illégaux qui en découlent, il y a aussi le trafic d'influence, l'abus de biens sociaux, la prise illégale d'intérêts, etc. C'est aidant, je crois, de voir ces trois niveaux comme un continuum. C'est un spectre qui fait que dans certaines situations, la limite entre ces catégories est parfois sujette à discussion. À partir de combien d'argent reçu, on considère qu'on a un conflit d'intérêt avec un labo? 20 € c'est ok, mais 500 ce serait trop? Elle est où la frontière entre du lobbying que font les industriels à tous les niveaux politiques et du trafic d'influence? Parce que oui, on a beaucoup parlé des conflits d'intérêts des médecins, et c'est sûr, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais en fait, la médecine, c'est un des domaines où il y a déjà le plus de trucs mis en place. Déjà, la population générale est sensible vis-à-vis de ce sujet, voire parfois même carrément complotiste sur l'influence de Big Pharma, alors que dans la plupart des autres domaines, ça laisse souvent les gens très indifférents. Ensuite, c'est obligatoire de faire des déclarations de conflit d'intérêts quand on publie un article scientifique. En France, il y a la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante de l'État, qui est, en théorie, vigilante vis-à-vis des conflits d'intérêts dans ses recommandations. Il y a aussi des assos comme la Formindep qui existent et qui sensibilisent les étudiants et les jeunes médecins à ces sujets en publiant des livrets par exemple. Et puis surtout, depuis l'histoire du Mediator, il y a un site internet, Transparence Santé, où on peut accéder en un clic à tout ce que l'industrie a payé aux acteurs de la santé. On tape le nom d'un médecin et hop, on sait s'il a reçu le moindre centime venant d'un labo. Mais si, en fait en médecine c'est pas le pire, on parle de quoi d'autre alors? Je vous propose une expérience de pensée, où on va imaginer des situations où des personnes en responsabilité auraient peut-être des conflits d'intérêts qui pourraient potentiellement nuire à l'intérêt collectif. Je tiens à préciser que les exemples qui vont suivre sont tirés de mon imagination et que toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. On pourrait imaginer que ce serait une situation de conflit d'intérêts non déclaré, de présenter des experts sur les plateaux télé simplement comme des chercheurs au CNRS, sans préciser qu'ils sont aussi membres de conseils d'administration de plein d'entreprises privées, ce qui serait susceptible d'influencer un peu leur discours. Est-ce qu'il y aurait un risque que quelqu'un dont la campagne électorale a été soutenue financièrement ou médiatiquement par des propriétaires de capitaux ou de médias, d'être confronté à une situation de conflit entre défendre l'intérêt de ceux qui ont participé à l'amener au pouvoir et défendre l'intérêt général? On pourrait se demander aussi dans quelle mesure ce serait un conflit d'intérêts qu'un gouvernement qui participe à la suppression d'un impôt sur la fortune soit composé pour moitié de ministres millionnaires. La question n'est même pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose de supprimer cet impôt. C'est pas ici le sujet, mais de savoir si leur intérêt personnel ne rentre pas possiblement en conflit avec l'intérêt général qu'ils sont censés défendre au moment de cette prise de décision. Ou encore qu'un journaliste qui commente les actions d'une ministre en exercice ne mentionne à aucun moment aux téléspectateurs qu'en plus d'être ministre, c'est aussi sa cousine germaine. Les journalistes d'ailleurs qui font partie de médias détenus par des milliardaires, auraient-ils un risque de se censurer s'il s'agit de critiquer leurs propriétaires? Est-ce que leur point de vue, exprimé sur la place des ultra-riches dans la société, aurait un risque d'être influencé à cause d'un conflit d'intérêts? Et les journalistes des médias publics, dans quelle mesure leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique pourrait-elle être affectée si leur patron est directement nommé par le président de la République? Que penser du fait qu'un ministre de la Justice en exercice profite de sa position pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat, et qui soit ensuite jugé par une cour à part, la Cour de justice de la République, qui est composée principalement de députés et de sénateurs, étant parfois membres du même parti que lui. Bref, que des personnes soient jugées pour des délits
passables de 5 ans d'emprisonnement par leurs collègues de travail, et un ministre du budget en charge de l'évasion fiscale qui pratiquerait lui-même l'évasion fiscale, un secrétaire général de l'Élysée qui favoriserait une compagnie avec les moyens de l'État, dont des membres de sa famille feraient partie. Et puis, vous vous souvenez de la HAS dont on parlait tantôt? C'est la forme la plus aboutie en termes d'indépendance dont puisse disposer une autorité indépendante administrative en France. Parce que c'est quand même important d'avoir une autorité scientifique qui soit indépendante du chef de l'État et du ministère de la Santé. On pourrait difficilement imaginer un scénario où la présidente d'une telle autorité soit nommée par le président de la République, que cette personne devienne ensuite ministre de la Santé et que, au même moment, son mari soit nommé président de l'INSERM. Il faut savoir que cette dernière histoire, en plus de scandaliser en France les quelques personnes qui se scandalisent des histoires de conflits d'intérêts, c'est-à-dire pas tant de monde que ça, a ridiculisé la France dans le milieu scientifique. Le Lancet, probablement la plus prestigieuse revue de littérature scientifique dans le monde, a carrément fait un édito en mentionnant que, je cite, « La réputation du milieu scientifique français a été endommagée par cet épisode ». Bon. On fait quoi alors? Comment on lutte contre les conflits d'intérêts? L'idéal, ce serait de ne pas en avoir. Éduquer les personnes concernées, comme la population générale, sur le fait que ça nuit à l'intérêt collectif. De réfléchir aussi à valoriser symboliquement et financièrement l'indépendance pour que ce soit moins tentant d'être corruptible. Parce qu'il y a quand même des milieux aujourd'hui où avoir des conflits d'intérêts, c'est valorisé. Où on pense que ça donne aux gens plus de contacts, de connaissances, d'influence. L'autre point, à défaut de prévenir l'apparition des conflits d'intérêts, c'est de créer plus de transparence. Que les déclarations de conflits d'intérêts des métiers qui ont des responsabilités vis-à-vis d'un public soient obligatoires et qu'on y prête attention. Alors oui, depuis 2013 et l'affaire Cahuzac, on a créé la HATPV, la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, qui fait des trucs. Et c'est mieux que rien. Mais c'est pas beaucoup mieux que rien. En particulier quand il faut agir face à des gens qui sont vraiment dans des positions de pouvoir. Parce qu'il faut leur donner du moyen et des pouvoirs aux organismes anticorruption. Sinon, c'est décoratif, c'est du transparence washing. Un bon exemple dans l'actualité récente, c'est Anticor, une association en charge de lutter contre la corruption. Et pour les remercier des bons services rendus à la collectivité, parce qu'ils nous aident à nous assurer que nos représentants soient pas trop corrompus, ils se sont retrouvés en 2023 refusés de renouveler leur agrément parce que le gouvernement l'a décidé. Ce même gouvernement dont des membres sont poursuivis à l'initiative d'Anticor pour des délits en lien avec des conflits d'intérêts. Ce serait comme si on se faisait arrêter par la police pour un excès de vitesse et qu'on décide ensuite de licencier le policier qui nous a arrêtés. Bref, un conflit d'intérêts dans un conflit d'intérêts. Un inceptéré, je sais pas comment appeler ça. L'idée n'est pas de pointer du doigt ici des personnes en disant qu'elles sont vilaines ou corrompues. Il y en avait avant, il y en aura peut-être après. Mais c'est vraiment de réfléchir à comment on peut développer plus d'esprit critique en général. De se questionner de savoir d'où les gens parlent quand ils expriment un point de vue et comment prévenir collectivement les dérives. Parce que je peux pas m'empêcher de penser que l'histoire du Mediator aurait pris une autre tournure s'il n'y avait pas de tels enjeux financiers. Pour mettre sur le marché un médicament, c'est des dizaines d'années de travail, des milliards d'euros d'investis. Il faudrait renoncer à tout cet investissement, parce que quoi? Ça tue un peu les gens. Enfin, il y a des actionnaires à payer, des dividendes à dégager, une croissance à relancer. Et si ça a l'air cynique de dire ça, c'est la réalité économique dans laquelle ces entreprises naviguent. L'intérêt collectif et l'éthique ne sont pas des critères sérieux et pertinents dans ces paradigmes économiques-là. Pour pouvoir se dire, on a dépensé des milliards et des années de recherche et de développement, mais tant pis, ça fait prendre trop de risques aux gens. On laisse tomber. Il faudrait avoir moins à perdre. Que cette industrie soit OK de ne pas être lucrative si c'est dans l'intérêt collectif, de ne pas vendre cette molécule-là. Mais ici, le critère de jugement principal, c'est le profit, comme dans la plupart des secteurs économiques d'ailleurs. Et ce genre de dilemme, à une autre échelle, on y est tous confrontés, tout le temps. Mon intérêt versus l'intérêt collectif. Payer moins cher mon pantalon, mais fabriqué par des enfants. Payer moins cher mes radis, mais ils sont pleins de pesticides et ils ont traversé la moitié de la Terre. Est-ce qu'on peut défendre efficacement des intérêts qui ne sont pas les nôtres, voire même qui sont opposés aux nôtres? Dans quelle mesure on peut reprocher aux gens de défendre leur intérêt de classe? Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on tolère l'existence d'un système qui le permette? Est-ce qu'une démocratie représentative ne le serait pas seulement à condition qu'elle soit vraiment représentative des gens qu'elle prétend représenter? Et puis comment penser que la construction des opinions des hommes politiques puisse être un tout petit peu objective quand il s'agit de trancher des questions scientifiques, quand certains lobbies industriels organisent une telle influence auprès d'eux, alors que même les médecins après 12 ans d'études, ils sont perméables? Comment accepter collectivement que des intérêts privés, potentiellement contraires à l'intérêt général, aient autant de pouvoir d'influence auprès d'instances chargées précisément de défendre l'intérêt général? Est-ce que la tarification à l'acte en médecine, ça crée pas des conflits d'intérêts?
entre l'intérêt du praticien de faire le plus d'actes possible et gagner le plus de sous, et l'intérêt du patient qui est souvent qu'on prenne le plus de temps possible. Vous saviez qu'en moyenne, on faisait beaucoup plus de césariennes dans les structures où les obstétriciens sont payés pour leur opération, plutôt que dans les structures où c'est pas le cas? Comment on pourrait faire en sorte de moins être confronté à ce genre de choix? Comment imaginer que dans un monde où l'objectif principal est de faire du rendement, les gens puissent être motivés réellement par le service rendu et pas juste par faire le plus de bénéfices, quel que soit le coût humain, écologique et social? Est-ce qu'il n'y aurait pas des domaines comme la santé ou l'éducation où c'est précisément un problème de toujours essayer de faire plus de profit? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la lucrativité en soi? Ça existe des modèles où tout n'est pas lucratif tout le temps? Ça fait plein de sujets pour des futures vidéos. Je suis vraiment intéressé par connaître vos avis en commentaire, et je laisse la parole à Irène Frachon pour le mot de la fin. Si vous voulez, c'est le problème de la reconnaissance du crème à col blanc. Un motard qui arrache le sac d'une dame parce qu'il veut l'argent qu'il y a dedans, elle tombe, elle meurt d'une fracture du crâne, il va aller en tôle. Eh bien, si cette même femme, en fait, elle a une boîte de Mediator dans son sac et elle s'effondre d'une insuffisance cardiaque, on va pas s'énerver. Alors que le but était le même, c'était bien de gagner de l'argent et que la vie de cette personne ne comptait pas suffisamment pour qu'on prenne les précautions pour l'épargner.